S'il y a bien une question que l'on peut se poser lorsqu'on débute en trail running, c'est de savoir quand il faut marcher. Par exemple, pour moi, il y a des années, je pensais naïvement qu'un trail runner confirmé ou pro courait sans cesse comme un marathonien. Évidemment, je ne connaissais quasiment rien de la discipline et par la suite, en découvrant ce qu'elle était, la question m'est rapidement venue à l'esprit lorsque j'ai attaqué des montées relativement raides. Comment dois-je monter et surtout, quand dois-je entamer la marche? Cela va dépendre de pas mal de facteurs, dont l'individualité de chacun, le niveau et les objectifs visés. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quand entamer la marche en trail running. C'est parti! Ce n'est pas bien compliqué de déterminer cet instant où tu t'arrêteras de courir pour laisser place à la marche, car en effet, l'acide lactique qui provoque cette sensation de brûlure dans les jambes, ainsi que la fréquence cardiaque, qui sont tous les deux directement liés, seront les principaux signes d'alerte quant à l'attitude que tu devras adopter. Cependant, il reste à déterminer aussi le seuil à ne pas dépasser si tu ne veux pas te cramer avant l'arrivée et foutre en l'air ta course ou ta session. Cela va donc dépendre selon moi de deux facteurs: ton niveau et ton objectif visé. Si tu débutes le trail running, il est clair que tu ne pourras pas courir très longtemps sur une pente inclinée à 25%. Rassure-toi, moi non plus. Donc pas de panique si tu sens rapidement les signes symptomatiques dont nous venons juste de parler, mais justement c'est à cet instant qu'il est fortement conseillé de se mettre en mode marche. Il serait même judicieux dans certains cas d'anticiper ces signes si la distance que tu vas parcourir sera inhabituelle pour toi. Vulgairement, sache que plus ton niveau d'entraînement est bas et plus la sensation de brûlure par les lactates sera rapide. Et de fait, son élimination par ton organisme n'en sera que plus longue. Pour repousser ce seuil de transition course-marche, il suffit simplement de s'entraîner et progresser en côte en planifiant des séances d'entraînement qui vont correspondre aux objectifs visés. Si nous prenons l'exemple du 42 km du marathon du Mont Blanc, lorsqu'on analyse le profil de course, on réalise très vite qu'il y a des phases ascendantes longues, comme cette portion en vert que tu peux visualiser en ce moment sur l'écran, et qui comptabilise près de 6 km pour 1000 mètres de D+. Si à ce moment-là, tu présumes de tes conditions physiques, eh bien tu auras tout simplement deux bouts de bois à la place des jambes, tant la concentration en lactate sera importante dans ces dernières. Il faut de plus penser aux kilomètres restants en assurant les descentes et les parties roulantes. Donc le but, ça va être de cibler correctement ton objectif et t'entraîner en conséquence. On se fixe tous des objectifs afin de se motiver et se prouver finalement qu'on peut accomplir des choses qui nous semblaient peut-être impossibles auparavant. Le trail running, ça fait pas exception et la plupart du temps, c'est l'augmentation des distances qui reste l'objectif principal à atteindre. Et cela s'accompagne souvent en parallèle par une augmentation du dénivelé positif. Cela dit, faire plus de kilomètres en ajoutant du D+, complique davantage la tâche, car la gestion de l'effort devra être de plus en plus minutieuse, sans compter en plus celle de l'alimentation et de l'hydratation. Il est donc évident que tu ne prépareras pas de la même façon les ascensions d'un trail de 20 km avec 1500 de D+, et celle d'un ultra de 170 km avec 10 000 de D+. Alors, je souligne au passage quand même qu'avant de s'attaquer à une telle distance, cela demande des années, car le facteur de progressivité est essentiel. Mais sans parler de cas extrêmes, comparons juste deux profils de course différents avec une distance quasi identique. Le Trail Express du Saint-Quentin d'une distance de 16,4 km avec un D+ de 540 mètres et l'Aiguille Trail de Serponçon avec une distance de 16,7 km et un D+ de 960 mètres. On constate clairement que les profils sont totalement différents. Celui de Saint-Quentin est plutôt vallonné avec un pourcentage de côte relativement faible en moyenne, alors que celui de Serponçon est beaucoup plus accentué avec une grande ascension et des côtes plus soutenues dépassant des fois les 30%. Par ailleurs, la plus longue montée est respectivement de 200 mètres pour l'un et de 780 mètres pour l'autre. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Tout d'abord qu'il faut analyser et préparer sa course en amont. Par la suite, savoir et reconnaître les moments où l'on devra marcher en fonction de la durée de l'ascension et de son pourcentage de côte. À partir de ce moment, tu auras donc déjà une vague idée de comment tu devras gérer ta course. La marche fait partie intégrante du trail running, même pour les pros. Quand l'entamer fera partie d'un processus qui t'apprendra à préparer ta course en amont et gérer ton effort pendant. Évidemment, plus tu t'entraînes, plus tu pourras repousser d'une part ce seuil de bascule entre course et marche, mais aussi mieux gérer les efforts concentriques ascensionnels pour mieux récupérer par la suite lors des phases roulantes et descendantes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, t'abonner aussi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées, me poser toutes les questions que tu désires aussi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!